Maintenant, l'enseignant qui a un livre écrit par le colon qui nous a attachés hier pour qu'on aille travailler dans leur champ, je ne pense pas qu'il pouvait nous laisser les vraies informations dans ces livres. Les vraies informations se trouvent dans nos villages. S'il y a encore aujourd'hui la possibilité de codifier tout ce que les autres ont laissé, c'est bien de faire des choses comme ça et que dans les générations futures puissent comprendre que les gens sont partis de zéro ici. Ici, c'est une machine de sérigraphie. C'est une machine de sérigraphie qui peut tirer jusqu'à 6 couleurs. D'accord. C'est la broderie. D'accord. Ici, on fait juste la broderie. Okay. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Ça fait longtemps. Beaucoup d'années. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, je m'appelle Pouakata Mukwe. Je préfère pas parler de mes prénoms que j'ai subis, que je voudrais plus avoir. Je suis le directeur général de la société Média Graphique. Nous faisons dans les objets publicitaires, gadgets publicitaires, confection, impression numérique. On a étudié ensemble depuis la CIL. On écoutait ce que les Occidentaux nous disaient, c'est-à-dire qu'ils avaient leur carnaval. Il fallait réciter, dire des choses qui n'ont rien à voir. Mais par contre, quand j'arrivais à la maison, mon père, il était homme d'affaires, il était commerçant. Donc, il était commercial, avait un style purement africain qui me retransmettait, qui me formait. Quand il allait faire le marché, il me faisait confiance, il me montrait certaines choses. Et à un certain âge, il m'apprenait l'économie, parce que le plus difficile, c'est l'économie, c'est de comprendre l'économie, parce que c'est ça qu'on transmet aux gens. Ce qu'on transmet aux gens, c'est une économie essentiellement littéraire où les gens expliquent des choses qu'ils ne comprennent pas. Dans les universités, ce que je constate, c'est qu'on subit les pensées. En fait, on a uniformisé les cerveaux. On fait croire aux gens que si on n'est pas dans le système, comme laissé par le colon, on ne peut rien développer. C'est pour ça que les gens pensent que c'est ailleurs qu'il faut aller se développer. Les gens ne pensent pas qu'on peut se développer à partir d'ici. Et avec tout ce que j'ai appris de mon père, c'est qu'on ne se développe pas avec beaucoup d'argent. Si on vous donne beaucoup d'argent pour vous déployer, vous avez plus de chances d'échouer que si on vous donne rien. Parce que quand vous n'avez rien, vous pensez. Maintenant, quand vous avez beaucoup, vous pensez, puis vous consommez. Donc, c'est tout ça, un entrepreneur ici. Et les universités ne peuvent pas former des gens qui sont dans l'entrepreneuriat ou qui peuvent vraiment comprendre l'entrepreneuriat. Parce que les enseignants qui sont là dans les universités, ils subissent les pensées. Ils n'ont rien pensé. C'est-à-dire qu'ils ont les livres qu'ils subissent et ils veulent transmettre. Ils transmettent des choses que les autres ont écrites qui n'est forcément pas la vérité parce que ce n'est pas des chefs d'entreprise qui ont écrit ces livres. Et quand ça se trouve dans les universités, on se retrouve avec des enfants qui sortent là et ils ne sont que des chômeurs, malgré les diplômes qu'ils ont, sans véritable orientation. Ça, je suis seulement dans le cadre de l'entrepreneuriat. Donc, il faut se faire former, il faut prendre beaucoup de temps pour pouvoir comprendre certaines choses. Mais du coup, toi, tu n'es pas à l'université du coup? Non, non. Après la fin, Non, je n'en ai même pas besoin. Parce que, est-ce que le professeur d'université, est-ce qu'il peut comprendre l'entrepreneuriat comme moi? Non, je ne crois pas, parce qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Il peut lire un livre. Surtout, il peut lire son livre avec la langue coloniale qu'il a subie. Mais moi, je fais les mathématiques en ma langue. Moi, je connais compter en ma langue parce que on nous fait croire que c'est quand les Blancs sont arrivés qu'on pouvait faire les mathématiques, qu'on pouvait faire le commercial. Dans ma langue, je peux expliquer beaucoup de choses en marketing de réseau, en économie, de gestion, en assurance, parce que en fait, tout ça existait en ma langue. Comment est-ce qu'on peut assurer son entreprise? Comment on peut créer un réseau de vente? Comment protéger son économie? Aujourd'hui, malheureusement, tout ce que j'ai sur moi, par exemple, ça vient d'ailleurs. C'est-à-dire que le textile, les chaussures, la montre, tout ça, ça vient d'ailleurs. Alors qu'avant, on pouvait utiliser les pailles pour confectionner et en ce moment-là, on protégeait l'économie.
Donc, je ne pouvais pas et je ne regrette pas, parce qu'à un moment dans ma vie, j'avais ce complexe de diplôme. Je croyais que si j'étais passé par les universités, je serais mieux. Mais je me suis rendu compte, après, en échangeant et en travaillant avec les universités, qu'ils ne comprennent rien. Je rencontre souvent des docteurs en train de faire greffe, ou je vois à la télé des docteurs en train de faire greffe, parce qu'ils veulent être intégrés dans l'administration. Ça veut dire on peut étudier pour être pauvre. Pour moi, je pense qu'il y avait un savoir bien avant. Et l'école, c'est la recherche. C'est-à-dire qu'on doit faire des recherches tous les jours. On doit se perpétuer. On doit se perfectionner tous les jours. Et quand ça ne marche pas, on recommence. Et pour atteindre un certain niveau en termes de développement, c'est la somme des échecs. C'est-à-dire que c'est parce que vous avez beaucoup échoué dans votre vie que vous finissez par réussir. Maintenant, si à la première, si c'est pour une première fois quand vous entreprendre quelque chose, qu'il y a un échec, si un échec arrive, vous vous arrêtez, c'est terminé. Donc, il ne faut pas avoir peur d'entreprendre. Il faut entreprendre. Il faut savoir qu'il y aura des échecs. Si quelqu'un n'échoue pas, si quelqu'un dit qu'il n'a jamais échoué, c'est qu'il n'a jamais entrepris. Et je veux rebondir sur ce que tu as dit là par rapport à ce que tu dis, le textile qu'on porte sur nous. Je pense qu'on peut, qu'on peut revenir, qu'on peut réavoir des entreprises ici qui créent des choses, comme le textile par exemple, dans le textile comme tu es. Est-ce que tu penses qu'ici ça peut se redévelopper, ça, vraiment avoir une économie qui est, basée chez nous, faite par nous Bon, si je prends le cas du Cameroun, on a environ 25 millions d'habitants. Et avant, il y avait une société ici qui existait, et même qui n'est pas forcément camerounaise, SICAM, et bien d'autres petites entreprises qui arrivaient à produire du textile. Et aujourd'hui, c'est des entreprises qui ne peuvent plus fonctionner réellement parce que l'importation venue de la Chine, on ne peut pas faire concurrence avec la Chine. Ces entreprises ont fermé. Maintenant, le véritable problème se situe au niveau de l'éducation économique. Parce que l'analphabétisme économique, je ne suis pas français, les Français peuvent me permettre de néologisme, si c'est ça ce qu'on dit chez eux. Si vous n'avez aucune éducation économique, vous ne pouvez pas protéger votre pays, vous ne pouvez pas vous développer. Si dans un pays comme le nôtre, le matin, tout le monde, dans le petit déjeuner, on consomme un truc venu d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a 200 ans, on ne prenait pas le lait, on ne consommait pas tous ces produits venus d'ailleurs. Et si un matin, je demande à mes enfants, et tous les Camerounais demandent à leurs enfants de ne pas consommer ce qui est venu d'ailleurs, nous avons laissé beaucoup si je calcule par famille, même 1000 francs par jour, par matin, si on calcule ça, et qu'en un jour, chaque famille ne dépense pas 1000 francs pour envoyer à l'étranger, pour payer les factures de leur propre petit déjeuner, on va économiser au minimum 1000 francs fois 25 millions en un seul jour. Donc, en fait, le véritable problème ici, c'est l'éducation économique. Vous ne verrez jamais un Chinois aller manger dans un restaurant camerounais ici, ça n'existe pas. Ils mangent dans les restaurants chinois. Il n'y a que chez nous ici qu'on est fier de brandir une griffe venue d'ailleurs, une chaussure venue d'ailleurs. Et les musiciens, par exemple, si je peux citer un célèbre musicien qui draine le foule comme Fally Ipupa, qui peut faire un concert en présentant Dolce & Gabbana, il présente tout ce qui est venu d'ailleurs. C'est-à-dire que les jeunes pensent que ça c'est le modèle, c'est ce qu'il faut faire. Il faut s'habiller en Dolce & Gabbana pour être valorisé. Alors qu'en fait, c'est l'esclavage économique qui se perpétue. Parce que si un tel leader, si un monsieur comme celui-là qui draine beaucoup de foule, démontre aux autres qu'il faut s'habiller en Dolce & Gabbana, vous comprenez que l'aliénation économique se perpétue. Et on va continuer à acheter chez eux en fermant nos entreprises ici. Parce que si un enfant sait qu'il peut s'habiller, qu'il peut consommer des choses fabriquées dans son pays, les gens n'auront pas besoin de quitter le pays. Les gens n'auront pas besoin de bagarrer pour avoir un logement. Non, parce que l'argent est là. Le véritable problème, c'est que tout s'achète ailleurs. Si on regarde, si on parle de la nourriture, si on parle des habits, si on parle des chaussures, si on parle des médicaments, des voitures, en fait, tout ce qu'on a ici, on les achète ailleurs. Donc,
s'il faut parler d'entrepreneuriat, pour faire fonctionner une entreprise réellement en Afrique, il faut éduquer les gens au niveau économique parce que l'économie, c'est comme le corps humain. S'il y a une veine qui ne fonctionne pas, si je parle le cas du Cameroun ou de l'Afrique, s'il y a une veine qui ne fonctionne pas au niveau du Cameroun, c'est toute l'Afrique qui en pâtit parce que c'est un corps humain. C'est-à-dire que l'économie est interconnectée. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas de raison à ce que les Africains consomment ce qui vient d'ailleurs et estiment qu'ils doivent se développer. Donc, il faut qu'à la naissance, que les enfants comprennent que c'est ce qu'ils ont chez eux qu'ils doivent consommer pour pouvoir protéger leur propre économie. C'est une question de suivi. Ça ne se négocie pas. Si je donne le lait, si j'achète un lait venu d'ailleurs pour donner à mon enfant le matin, ça veut dire que c'est de l'automutilation économique. Donc, voilà les réels problèmes de l'Afrique en matière d'entrepreneuriat. Quelqu'un qui vient de l'extérieur, donc quelqu'un de la diaspora qui veut revenir ici, s'installer pour créer quelque chose, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Est-ce que tu penses que c'est possible de le faire? De venir créer quelque chose ici en venant de la diaspora, même si qu'on connaisse ou pas les us et coutumes du pays, est-ce que tu penses que c'est possible? Il faut avoir les nerfs solides. Il faut avoir les nerfs solides pour travailler ici. Donc, voilà les vraies difficultés. Parce que ceux qui sont là même ne comprennent pas l'importance de la protection des économies existantes. Donc, on peut se développer ici. Il faut revenir, mais accepter de prendre les coups. Parce que ceux qui sont ici ne comprennent pas l'enjeu. Parce que au niveau de leur éducation, il y a beaucoup de mensonges, il y a de formatage. Il faut en même temps qu'on rééduque les gens ici pour protéger les entreprises qui sont installées sur place. Donc si vous croyez que ça peut marcher là, exactement comme en Europe, c'est pas possible. On respecte certaines choses en Europe, mais ici c'est pas la même chose. C'est très compliqué de respecter. Mais je peux aussi dire qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, par exemple au niveau des impôts. Il n'y a plus trop de pression. Avant, on pouvait recevoir les agents des impôts à tout moment, tout ça. Aujourd'hui, il y a quelques améliorations. Mais le problème n'est pas au niveau de l'agent des impôts qui vient mettre la pression. Le véritable problème se trouve au niveau de l'éducation économique, la protection de son économie. On doit l'enseigner. On doit enseigner l'économie à l'école. Parce que moi, mon père pouvait déjà me confier de l'argent à la CIL, de gérer. Pas pour un résultat immédiat, mais pour que je comprenne ce que c'est que la gestion. Parce que si j'ai commencé à gérer à la CIL, il pouvait me confier l'argent de gérer et puis de garder et de remettre après. Imaginez-vous un monsieur qui a étudié l'économie pendant 20 ans sans jamais toucher à l'argent. Maintenant, quand il reçoit l'argent, il ne sait pas de quoi il s'agit, il n'a jamais géré. Ça arrive très souvent de se retrouver en train de toucher ce qu'on ne devait pas toucher. Donc, si on est formé dès la base à gérer de l'argent, c'est-à-dire on vous donne votre argent, ce que vous pouvez dépenser, vous dépensez. Ce que vous ne devez pas dépenser, vous ne dépensez pas. Ce que vous pouvez et qui vous appartient et vous n'avez pas le droit de dépenser, vous épargnez pour penser. Donc tout ça, il faut enseigner parce qu'en fait, dans notre économie, dans ce que mes parents faisaient, il y avait tout ça. Il y avait tout ça. Il y avait un système d'assurance, par exemple. Tout le monde cotisait. Et il n'y avait pas de profit pour des gens qui devaient rouler en 4x4. Parce qu'en fait, quand on parle d'assurance, c'est la protection de la population. On parlait, chez nous, ça avait un nom, Motadia. Ça veut dire prévenir. On ne sait jamais. Et on ne peut pas, par exemple, dans un pays, cotiser pour ce qu'on ne sait pas qui va arriver. Et les gens roulent en 4x4 avec ça. Ce n'est pas possible. Donc, c'est des choses qui empêchent les entreprises de se développer ici. Les gens ne peuvent pas rouler dans des grosses voitures avec l'argent de la sécurité. Donc, pour moi, tout ça se trouve au niveau de l'éducation économique. On dit que maintenant, il y a tout qui est déjà fait là-bas, que c'est ici en Afrique qu'il faut venir développer. Est-ce que toi, tu conseillerais du coup aux gens de venir Ben, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, vous pouvez vous imaginer dans un pays comme celui-ci, des étrangers qui vendent de l'eau.
c'est-à-dire des sociétés qui revendent de l'eau, et c'est les étrangers. Quand ils prennent l'argent, c'est pour rentrer chez eux, alors que les Africains, les Camerounais peuvent, par exemple, en ce qui concerne le Cameroun, venir travailler ici et qu'on ne apporter de la richesse, quoi. Oui, et qu'on ne perde pas autant de devises. Parce que les entreprises qui sont là, elles sont essentiellement étrangères. C'est les micro-entreprises qui appartiennent aux Camerounais. Il y a plein de choses à faire. Si je veux prendre le cas du BTP, ici, les entreprises étrangères bougent même des trous. Quand il y a un trou sur une route, on donne le contrat à une société étrangère. Ce qui est un problème. On ne peut pas se développer comme ça. Les gens ont l'expertise, ils doivent revenir travailler. Mais ce n'est pas facile. Ça ne peut pas être comme en Europe où on respecte essentiellement les contrats. Ici, il y a ces difficultés, mais il y a beaucoup d'opportunités ici. Quels sont les défis et les avantages qu'il y a ici? Donc, par exemple, quelqu'un qui vient par exemple s'installer ici, quels sont les défis qu'il aura réalisés et quels sont les avantages d'être dans un pays comme le Cameroun pour faire du business? Oui, mais comme je disais tantôt, si je reviens sur le cas du textile, il n'y a aucune entreprise, par exemple, qui produit le textile sur place, qui fait la filature du coton, par exemple. C'est pour 25 millions de personnes qu'on habite tous les jours, donc il y a tellement d'opportunités. Dans tous les secteurs, tout ce qu'on a, on importe. Si ce n'est pas importé, ce qui reste, ce qu'on produit sur place, qui sont essentiellement des produits de consommation, c'est les étrangers. Donc, et aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui, justement, comprennent qu'il faut consommer camerounais. C'est vrai, ça s'améliore un peu dans ce sens-là. Les gens essaient de consommer camerounais, tout ça. Les gens mangent bio parce qu'ils comprennent qu'il faut être en santé, tout ça. C'est des choses qui se développent. C'est la population générale ou c'est une catégorie de population? Bon, l'éducation, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais beaucoup de personnes essaient de comprendre qu'il faut consommer camerounais. Déjà, en nous faisant croire que c'est les pili-pili et tout ce qui est produits chimiques qui étaient bien, les gens sont beaucoup trompés, les gens sont tombés malades. Il y en a juste aujourd'hui qui sont malades. On a souvent des enfants qui, à la naissance, ou 2 ans, 1 an après, qui ne voient pas bien parce que les produits chimiques. Mais quand on rentre dans un village où il y a un enfant qui n'a rien consommé, venu d'ailleurs, qui ne consomme pas de lait, tout ça, il est très en forme. Il peut faire 10 km à 3 ans pour aller au champ et revenir. Il mange bio, il fait beaucoup d'exercices et il est en santé. Donc ici, il y a plein de choses. Par exemple, au niveau de l'agriculture, on peut faire des choses bio. C'est ce que les gens recherchent ici parce qu'il y a une autre tendance. Il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans l'agriculture industrielle avec les produits chimiques. Et en ce qui concerne les produits bio, il n'y en a pas, comme dans bien des secteurs. Est-ce que c'est encouragé par l'État ou est-ce qu'il y a un mouvement vraiment officiel qui encourage, entre guillemets, à justement consommer camerounais, consommer bio, etc. Ou c'est vraiment juste les gens qui se sont rendus compte des méfaits des trucs chimiques? Bon, j'ai parlé d'éducation. Il faut éduquer. Ce que nous, ici, on appelle intellectuel, c'est que les gens débattent pour avoir une position. On ne fait pas des débats pour trouver la solution. Donc, au niveau de l'État, tout ça, la politique, les gens ne discutent pas souvent pour prendre position sur la vérité. En fait, on a jusqu'aujourd'hui les intellectuels qui se battent plutôt pour avoir une position que de défendre ce qui est réel. Parce que si vous suivez les télévisions, on va c'est-à-dire que quelqu'un va vous dire que non, le macabo est bien, c'est bio. L'autre viendra vous dire que non, il faut consommer du lait parce qu'il y a peut-être des avantages à importer, tout ça. Donc, il faut toujours qu'on retourne au niveau de l'éducation et qu'on comprenne qu'on doit débattre et que l'intellectuel, si c'est vraiment les intellectuels, qu'ils acceptent ce qui est vrai, qu'on débatte sur la vérité et non sur les positions. Donc, en ce qui concerne la consommation, l'envie de consommer africain, il y a une autre génération. Ceux qui sont plus jeunes pensent que des choses doivent changer. Et ça part de là. Certains comprennent, mais
beaucoup de choses encore à faire parce que la jeunesse se retrouve toujours en train de boire et de danser. Et du coup, je voulais revenir sur un truc. Est-ce que l'État favorise les initiatives de création d'entreprises? Est-ce que... Non, vous ne pouvez pas. Bon, c'est vrai, au niveau de l'État, je ne peux pas comprendre réellement parce que ceux qui représentent l'État ne sont pas les chefs d'entreprise. C'est-à-dire que très souvent, celui qui vient comme conseil pour développer ou créer une entreprise, lui-même n'a jamais créé une entreprise. Je pense pas que ce soit au niveau de l'État qu'on puisse résoudre le problème. S'il faut encourager à entreprendre, c'est un débat, et même dans les universités, entre les entrepreneurs et les universitaires. C'est-à-dire, parce que même les enseignants qui sont là ne sont pas aguerris. L'entrepreneuriat, un entrepreneur, c'est celui qui a pris des cours, qui sait ce que prendre des cours. On ne peut pas vous enseigner ça dans un livre. C'est-à-dire, on subit l'entrepreneuriat pour atteindre le sommet, on subit. Et si vous n'êtes pas fort, vous n'allez pas tenir. Donc, c'est ça, il n'y a pas de... Le savoir est secret. Et en ce qui concerne l'entreprise, par exemple, si moi je veux transmettre quelque chose, en ce qui concerne mon entreprise, je vais transmettre à mes enfants. Parce que c'est un savoir qui est secret. Donc, ce que j'ai de plus important, je peux que transmettre à mes enfants. Et si le savoir se partageait sans publicité, que Coca-Cola dise au monde entier comment est-ce que... Quelle est la posologie pour fabriquer les Coca-Cola, pour qu'on comprenne que non, dans les écoles, il y a le savoir. Parce que souvent, j'entends dire que si vous voulez cacher un truc à un Africain, il le met dans un livre. Maintenant, si on veut aussi tromper les Africains, on les donne les livres. On les oriente vers la misère. Donc, quand on sort de l'université, quand vous allez à l'université, quand vous sortez, vous vous retrouvez directement en plein chômage, dans un contexte où on ne crée même pas les entreprises. Donc, c'est assez compliqué à ce niveau. On ne peut pas débattre avec des politiciens en ce qui concerne l'entrepreneuriat. C'est-à-dire au moment où les politiciens ou les Africains vont comprendre que non, en matière d'entrepreneuriat, on débat avec les entrepreneurs, débattent entre eux. Et ça n'a rien à voir avec la politique. D'accord. Et du coup, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour conclure cet entretien? Carte blanche. Ah, fier de te revoir. Et je rêvais, tu vois, quand on se voyait, souvent je disais que je voulais aller en Europe. Il fallait que j'aille en Europe pour jouer au foot. C'est pour ça que ça m'étonne de parler de ça avec toi, parce que la dernière fois on s'est vu, tu m'avais dit oui, on s'était croisés, c'était au Carrefour Monga ou chez toi, tu étais avec tes chaussures et tout. Tu disais ouais, si tu peux toujours, quand tu rentres là-bas, trouver un moyen, centre de formation et tout ça, etc. Et là, te voir du coup avec ce discours-là et tout, c'est complètement différent par rapport à ce que tu pensais à l'époque, quoi. Oui, j'ai dû comprendre. J'ai dû comprendre à un moment. Et à l'époque, j'écoutais RFI énormément. Et chaque fois, on disait à RFI, l'Afrique est pauvre. L'Afrique est pauvre. C'est-à-dire que du matin au soir, j'écoutais ça. Et je voulais aller en Europe. Il fallait que j'aille en Europe pour réussir. Mais en même temps, j'avais trop faim. C'est-à-dire j'avais beaucoup faim. Je n'avais rien à manger. J'ai dû vendre une télé qu'on m'avait offerte. Et j'ai commencé à aller au marché, acheter les draps. Parce que déjà, mon père faisait dans le textile. J'allais acheter les draps que je faisais recoudre pour revendre. Déjà pour pouvoir manger. Mais un jour, on m'a consulté pour un travail de confection où j'ai gagné 120 000 en un jour. Parce que je voulais livrer rapidement. J'ai gagné 120 000 en un jour. Quand je suis rentré chez moi le soir, j'ai posé mes 120 000. C'était 1,2 milliard. C'est-à-dire, je voulais tout acheter. Je voulais acheter une maison, je voulais acheter une télé, je voulais tout remplacer chez moi. J'ai compris qu'à RFI, on m'apprenait à être pauvre. J'ai compris à partir de ce jour que moi-même, je pouvais me développer à partir de zéro. Et c'est pour ça, c'est à partir de ce jour que j'ai compris que je n'avais pas besoin d'aller ailleurs. Je pouvais travailler ici et me développer ici. Donc, ce jour, j'ai décidé de ne plus aller en Europe. Je ne voulais plus partir. Je voulais travailler ici. J'ai commencé à travailler, surtout à être très honnête quand j'allais travailler avec les gens. On me donnait un contrat parce que
je profite de l'occasion pour dire, en ce qui concerne mon évolution, comment est-ce que j'ai commencé. J'allais dans les entreprises pour chercher à avoir des petits trucs à faire, t-shirt, polo, tout ça. Et je n'avais rien à manger, je n'avais pas d'habits parce qu'il fallait être bien habillé pour aller tout ça. Mais dans mon cerveau, j'avais appris à travailler parce que j'avais travaillé avec ma grande sœur qui fait dans le même métier. Et elle m'avait formé, mais moi je voulais être à mon compte. C'est-à-dire quand j'allais dans ces sociétés, j'allais à pied, je transpirais, il fallait attendre un peu sous la clim pour que la sueur finisse, pour que je puisse rencontrer les dirigeants. Un jour, un ami dans une société, Ngwaka Peggy, je ne peux pas oublier, parce que c'est des choses qui restent dans la tête, m'a demandé de mieux m'habiller pour aller à Bokom. Bokom qui m'a accompagné dans mon entreprise, qui m'a fait confiance parce que je n'avais même pas de quoi manger quand on me faisait confiance, quand il fallait me donner les contrats et me donner les avances pour aller travailler. Et je respectais les délais, les contrats, tout ça. C'est à partir de cette entreprise que je me suis appuyé sur une entreprise de la place, Bokom, pour pouvoir me développer. Et s'il fallait que je pense comme dans les universités, dire que je dois être bien habillé, je dois avoir un capital pour pouvoir démarrer une entreprise. Non, je serais toujours en train d'attendre le capital. Et les banques ne peuvent être qu'aux riches. C'est au sommet qu'on vous donne l'argent. Maintenant, quand vous êtes en bas, c'est votre frère, votre cousin, votre ami qui peut-être peut vous donner un peu d'argent pour faire un travail. Maintenant, si vous attendez à ce que les banques viennent financer, c'est justement pour que votre projet ne se développe pas. Parce que dans les universités, on fait des concours, des grands projets pour financer. Vous pensez qu'il y a une banque qui fait le monde? Non, il n'y en a pas. C'est des banques essentiellement commerciales qui veulent faire des profits. Donc, vous ne pouvez pas avoir un projet, aller les voir et ils financent. Non, soit on vous dérobe votre... Parce que c'est le capitalisme qui a accru, non? Ce n'est qu'à partir d'un ami, d'une détermination. Et un homme d'affaires, c'est un opportuniste. Un homme d'affaires, c'est un attaquant. C'est comme un attaquant de football qui cherche à marquer. Il a le flair. Il doit se retrouver où il y a le ballon pour pouvoir marquer. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas être un homme d'affaires. Parce que si tu ne marques pas en tant qu'avançante, on va dire que tu n'es pas un footballeur, tu n'es pas un bon attaquant. Il faut pouvoir marquer. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ceux qui vont écouter. Il n'ayez jamais peur d'entreprendre. Si vous échouez, ce n'est pas un problème, c'est un enseignement. Si vous perdez de l'argent, ce n'est pas un souci. Après ça, vous allez gagner. Et si vous échouez ici, aujourd'hui, vous n'allez plus échouer là-bas. Si vous revenez la deuxième fois, vous n'allez pas échouer, puisque vous savez déjà de quoi il s'agit. Donc voilà un peu comment ça s'est passé pour que je me retrouve en tant que chef d'entreprise. Je n'ai pas reçu de formation académique. Et si j'avais reçu une formation, je ne serais forcément pas là où je suis. En allant aussi dans d'autres pays, j'ai compris, par exemple à Dubaï, j'ai compris que ce qu'on a comme complexe de diplôme en Afrique coloniale, c'est un véritable problème parce que Dubaï n'a jamais été pensé par les colons. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui se lève et décide de ce qu'on va faire. Donc si vous levez de chez vous, vous n'avez pas forcément besoin d'un diplôme ou d'un coach. Vous pensez à quelque chose, vous le développez. Et du coup, tu es allé à Dubaï pour faire quoi? Non, apprendre. Apprendre. Apprendre à faire des achats. Mais ce que j'ai réellement compris, c'était de voir comment est-ce que les autres font. Si je veux revenir au marketing, quand je suis allé là-bas, je me suis rendu compte que tout ce que les gens font à Dubaï, c'est ce qu'on faisait dans les marchés à Bafan où je suis né. C'est-à-dire la façon de vendre, de faire croire aux gens que c'est la solde. Parce qu'ils ont le mot solde et quand ils enseignent ça dans les universités, c'est comme si ça n'existait pas, par exemple, dans ma langue. Hein? Ce nom, ça s'appelle Hoxie. Hoxie, tout ça, c'est vrai que c'est peut-être quand le colon, mais quand on dit je vends, je perds, hein? C'est-à-dire que c'est des choses qui existaient avant la colonisation. Mes parents connaissent ça. Ils sont des commerciaux. On apprend à vendre. Et il y a le talent, il y a le génie chez les commerciaux. Il y a des grands commerciaux dans le monde, mais c'est des génies. Donc chez nous, il y avait tout ça. C'est quand je suis allé là-dedans, je me suis rendu compte que c'était la même chose. Et il n'y avait pas de zèle. On ne pouvait pas te regarder par rapport à ce que tu as sur toi comme habit pour savoir que tu peux rapporter de l'argent. Non, c'était une histoire d'argent. Il fallait croire à tout le monde et chercher à gagner. Contrairement à ici où il faut avoir une veste, il faut avoir une cravate pour qu'on estime que tu penses bien. Alors que à Dubaï, c'était pas ça.
Du coup, tu as acheté aussi des trucs là-bas ou bien c'est vraiment pour apprendre ou tu allais aussi faire non, j'avais toujours mon envie de prendre l'avion. Ah oui, c'est ce que tu m'as dit l'autre jour. Oui, j'avais toujours envie de prendre l'avion. Oui, je voulais toujours prendre l'avion. Mon rêve, c'était d'être footballeur. C'est-à-dire que je voulais le réaliser, entrer dans un avion, revenir avec les maillots et donner à mes amis. Ça, c'est ce que je voulais faire. Oui, ça, je voulais le faire. Je voulais le faire. Maintenant, quand je suis allé, j'ai acheté les maillots qui ne portaient pas mon nom malheureusement, mais toujours parce que j'avais envie de réussir, de réaliser les choses, j'ai profité et j'ai compris beaucoup de choses en matière de business. Donc j'ai appris parce que mon envie de voyager est restée, je voulais aller et revenir. Maintenant en ce moment quand j'allais à Douala, ce n'était pas pour rester, non, j'allais pour comprendre autre chose. Donc il faut en même temps, c'est bien de voyager pour comprendre ce que les autres font et de ramener ce qu'il y a de bien pour travailler ici. Donc voilà ce qui m'a servi à Dubaï. Tu me disais l'autre jour que jusqu'à à Dubaï, tu avais vu plein de naufrages qui finalement ne faisaient plus ce pourquoi ils étaient venus et comment ils vivaient là-bas. Oui. J'ai demandé à un footballeur, un gars qui allait là-bas pour jouer au foot, tu fais quoi, tu vis où? Il m'a fait comprendre qu'il vivait dans une chambre à 6. Ils étaient 6 dans une chambre. Moi, j'avais un début de palus, ça s'est multiplié par 20. Parce que je n'imaginais pas ça. Donc, moi, je me suis demandé, mais si j'étais venu, si je voyageais pour rester, est-ce que j'allais vivre dans ces conditions-là? Alors que au Cameroun, j'avais à l'époque une maison déjà avec 2 chambres où je vivais seul même, sans enfant, sans femme. J'avais 2 chambres. Donc, j'ai constaté que j'étais mieux en Afrique qu'à Dubaï, si je voulais vivre là-bas. Donc, je suis rentré directement et il fallait travailler davantage pour rester ici. Bon, merci en tout cas pour cet entretien. Je pense qu'il va falloir que je vienne en Europe pour discuter avec d'autres, rencontrer d'autres Africains qui ont envie de venir travailler ici. Il faut, parce que du coup là, on ne s'attendait pas. Moi personnellement, tout ce que tu as dit là, je ne m'attendais pas du tout à cette vision-là, puisque du coup, quand on s'est quitté, c'était vraiment le foot, tu vois. Et donc l'autre jour, j'étais surpris de te voir avec l'entreprise. Et là aussi, ce que tu racontes, ça rentre vraiment dans ce dont on parle régulièrement sur le média, sur YouTube. C'est expliquer que en fait, il y a des échecs qu'on peut réussir ici, qu'il faut avoir la volonté. Tout ce que tu dis, ça rentre vraiment dans ce qu'on essaie de montrer. Et montrer ça aux gens, je pense, ça va inspirer beaucoup de personnes. Et donc oui, il faut qu'il y ait des gens comme toi qui viennent pour entre guillemets. Non, si ici, avec le temps, parce que je suis focalisé sur l'éducation économique. Parce que ces banques qui existent ne sont pas les banques de développement, c'est les banques commerciales qui veulent gagner de l'argent. En principe, la banque, comme chez nous, on pensait la banque était essentiellement sociale. C'est-à-dire, vous allez à la banque, on vous donne de l'argent pour vous développer. Et on n'attend pas un profit, non. Parce que quand vous vous développez, ça se ressent dans la société. Donc, quand on va atteindre le niveau où on peut faire des crédits aux gens avec un taux d'intérêt acceptable, les gens vont plus se développer. Donc, voilà les vrais problèmes. J'ai vu un documentaire où les Chinois faisaient la tontine à Paris. C'est des choses que mes parents font depuis plus de 500 ans. Je ne peux pas comprendre comment est-ce que mes parents ont fait des choses comme ça. Les Chinois sont développés, ils ont les plus belles maisons à Paris, dans une voie connue. Et qu'on pense ici que c'est le colon qui viendra m'enseigner l'économie et l'entrepreneuriat. Ce n'est pas possible. La banque, je ne peux pas me faire enseigner par un enseignant qui n'a jamais rien géré. Moi, mon père m'a appris ça. La société m'a appris à comprendre l'économie. Maintenant, l'enseignant qui a un livre écrit par le colon qui nous a attachés hier pour qu'on aille travailler dans leur champ, je ne pense pas qu'il pouvait nous laisser les vraies informations dans ces livres. Les vraies informations se trouvent dans nos villages. S'il y a encore aujourd'hui la possibilité de codifier tout ce que les autres ont laissé, c'est bien de faire des choses comme ça et que dans les générations futures puissent comprendre que les gens sont partis de zéro ici pour pouvoir faire des choses. Donc, il faut rentrer dans les cultures, comprendre, parce que dans notre culture à l'ouest, les gens
quand on était mal école, on était stigmatisé, on disait que non, on savait seulement faire le commerce. L'intelligence est économique. Il n'y a aucune intelligence au-dessus de l'économie. Donc si vous êtes diplômé, je ne sais pas en quoi, et que vous ne soyez pas capable de payer votre médicament dans une pharmacie, vous allez mourir. Donc les gens doivent d'abord comprendre l'économie avant d'apprendre n'importe quoi après. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. On peut aller regarder un peu, voir un peu les installations. D'accord. Et puis voilà. On ne travaille pas seulement pour moi. Quand il y a un travail ailleurs, s'il n'y a rien à faire ici, ils vont être ailleurs. Et là, ici, elles font quoi? Elles font toujours des tenues de travail pour les entreprises. D'accord. Okay. On va avancer. Je vois que tu as les habits du premier maître. D'accord. Ici, c'est une machine de sérigraphie. C'est une machine de sérigraphie qui peut tirer jusqu'à 6 couleurs. D'accord. C'est la broderie. D'accord. Ici, on fait juste la broderie.